Placebo est dans cette onde de choc, représenté par Brian Molko, son chanteur charismatique. Bonsoir Brian. Bonsoir. Très heureux de te retrouver ici, toujours au même endroit, parce que je me souviens que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans cet hôtel. Ça remonte à quelques années, mais le temps passe vite. Votre nouvel album est on peut dire une vraie réussite. Il s'appelle Sleeping with Ghost et ce titre donne tout de suite le ton à l'album. La musique a un côté mystique qui peut attirer. Les grandes figures de la musique ont à un moment donné de leur vie ou de leur carrière plongé justement dans ce côté mystique, dans cette rencontre, on peut dire, avec eux-mêmes, avec leurs démons. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette rencontre avec soi-même? Je trouve que c'est très important. Pour moi, c'était une sorte d'exorcisme. J'étais en train de regarder ce que j'appelle ma deuxième adolescence. C'était de 20 ans à 29 ans, et j'essayais de comprendre ma vie émotionnelle de ces ans-là. Et c'était important pour moi parce que j'avais besoin de comprendre toutes ces relations autodestructives, et dans une forme de thérapie pour pouvoir bouger vers le futur. Il y a une théorie qui dit que tous les 7 ans que votre vie change. C'est intéressant parce que ça fait 7 ans que Steve est dans le groupe. Ça fait 7 ans qu'on se sent vraiment comme un petit gang. Et ça tombe à pic que j'ai mon 30e anniversaire après cette période de 7 ans, un truc comme ça. Alors c'était peut-être un processus de réévaluation. Je regardais ce qui m'est arrivé les 10 dernières années, et j'ai essayé d'exorciser ces démons pour pouvoir prendre quelques pas vers le futur. Qu'est-ce que vous parlez bien français? Ouais. C'est incroyable. Merci. Vraiment, hein. C'est important de le dire aux auditeurs. Hein. Vous n'êtes pas français. Non, je suis pas français. Non, moi, je suis un quart français. Mon grand-père a été français. Molko, c'est un nom français aussi. Alors, il y en a à Paris. Il y en a aux États-Unis. Mais à part ça, je sais pas. Il y a peut-être en Israël parce que c'est un. Ouais, c'est the history. The history. Mais en tout cas, vous parlez très bien français. Merci. Mais c'est vrai que quand on regarde notre passé, moi j'ai la conviction que quand je regarde mon adolescence, j'ai l'impression de voir une autre personne. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir quelqu'un qui me ressemble tellement, mais qui est tellement différente de moi. Et c'est un petit peu ça peut-être que vous avez voulu dire à travers ce titre. Ouais, et c'est la relation que tu as avec ta mémoire. Parce que moi je me posais la question si est-ce que la mémoire est objectif ou subjectif. Et je me suis retrouvé avec la conclusion que c'est complètement subjectif. Alors je voulais explorer ça, et je voulais comprendre ce que la personne qui tu étais là il y a plusieurs années, quel effet elle a encore sur qui tu es maintenant. Et que je me disais c'est important de ne pas tourner son dos sur son passé, de le comprendre, de se rendre compte que ça nous fait la personne qu'on est aujourd'hui. Enfin, pour continuer, est-ce qu'on pourrait parler aussi de deuil? C'est-à-dire que de l'enfance, quand on passe à l'adolescence, il y a un deuil que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Et arrivé à nos âges, il arrive un moment où même plus tard, quand on regarde notre adolescence, il faut savoir faire le deuil de l'adolescence pour pouvoir passer à son futur. Moi, je voulais pas vraiment le faire. C'est pour ça que mes années 20, c'était une deuxième adolescence presque. J'ai fait tous les trucs que je pouvais pas faire au Luxembourg parce qu'il y avait pas grand-chose à faire. Et en plus, j'étais dans un groupe rock. J'avais 22 ans. Il était temps d'avoir un petit peu de fun, ou même beaucoup de fun, faire le con et apprendre. Et je me dis que peut-être que je passe dans un nouveau stage de ma vie, mais je me sens pas vieux du tout. Je me sens pas nécessairement mûr non plus. Il y a encore plein de questions que je me pose. J'ai pas vraiment plein de réponses à l'âge de 30 ans. Vous voulez comprendre. Ouais, pour mieux vivre, essentiellement pour faire moins de mal aux gens et me faire moins du mal. Donc c'est ça le côté fantôme dans le titre Sleeping with Ghost. On peut aussi interpréter Ghost un petit peu comme démon, parce qu'on travaille démon ou tous fantôme, des mémoire, démons. truc. Et je me souviens de Peter Tosh,
qui avait lui des démons dans son sommeil, et ces démons venaient l'attraper, le torturer, essayer de le tuer, et lui il traduisait ça comme vraiment quelque chose de très difficile à gérer, et c'est drôle parce que ces démons reviennent, on a tous des démons qu'on traîne plus ou moins. Avec moi c'est pas quand on est endormi que ça se passe, c'est plutôt quand on est réveillé, quand il y a une chanson qui passe à la radio qui te fait penser à quelqu'un, alors cette personne vient t'en hanter, ou il y a tu sens un parfum qui te fait penser à quelqu'un, chose comme ça. Tu n'as pas de contrôle sur le fait que ces démons viennent te hanter, ces fantômes viennent te hanter. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. L'affectif, l'émotionnel, ouais. Ça, vous êtes à fleur de peau. C'est vraiment. Je propose d'écouter le premier titre. C'est un instrumental qui ouvre votre album. Le ton rock est donné. Brian Molko de Placebo qui est avec nous. On vient d'entendre Bulletproof Cupid. Alors mon anglais est lamentable, mais j'ai cru comprendre que ça veut dire c'est un gilet pare-balles. Expliquez-nous ce que ça veut dire. L'image, c'est le petit cherub, le petit dieu de l'amour, Cupidon, avec un gilet de pare-balles. C'est moi, cette personne-là, ou cette métaphore, elle est là pour m'expliquer un petit peu. Je suis le genre, je crois à la survie. Je suis comme Destiny's Child un petit peu. I'm a survivor. Cet instinct de survie est très important pour moi. C'est vrai que dans mon passé, j'ai souffert beaucoup avec la dépression, mais ça m'a pas empêché vraiment de continuer à vivre. Et mon cœur a été brisé souvent, et c'était souvent ma faute aussi. Mais et j'ai fait beaucoup de mal aux autres. Mais l'image pour moi, c'est que mes bêtises m'apprennent quelque chose, et aussi que n'importe ce que la vie me lance émotionnellement ou d'une autre façon, que je vais continuer à essayer de survivre et continuer à me battre parce que ça en vaut la peine, vraiment. Et quand on arrête de se battre comme ça, on commence à mourir. Chaque jour, essayer d'être un petit peu meilleur. C'est ça. Ouais. Essayer. C'est pas facile, mais on essaie. Déjà se poser la question, c'est déjà un grand pas. Ouais, c'est quelque chose que pas tout le monde fait, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. Oui. On pourrait avancer un peu plus ensemble déjà. Exactement. Alors là, vous attaquez, on écoute l'album et on tombe sur cet instrumental qui saute un petit peu à la gueule comme ça, et on se dit bon, au bout de quelques secondes, on va entendre la voix de Brian qui va rentrer, et elle n'arrive pas. Et jusqu'au bout, rien. Ouais, c'est pour ça qu'elle est au début. Et c'est génial. Ouais, parce que la deuxième chanson, English Summer Rain, est complètement différente soniquement et en style. Alors, même à la fin de la deuxième chanson, tu n'as aucune idée ce qu'est le feeling de cet album, où on va aller avec cet album. Et moi, je trouve ça super. Ça doit être super intriguant pour un auditeur. Et ouais, ça te tire dans l'album. Et alors à ce point-là, tu te dis, ouais, il va falloir que j'écoute tout l'album pour vraiment le comprendre. Et pour moi, ça veut dire que c'est un album assez complexe, assez sophistiqué, parce qu'il y a des albums où tu mets la première chanson et tu as déjà tout compris. Tu connais déjà la fin. Ouais, exactement. C'est comme les chansons. Des fois, tu entends l'introduction et tu connais déjà le couplet, le pont et la fin. Tu peux prédire quand les couplets et les refrains viennent. Alors que là, c'est un peu une sorte d'aspiration. On a le premier titre et on attend d'avoir le deuxième pour dire qu'est-ce que ça va être. Comment. Exactement, ouais. Alors dans cet album, on sent vraiment aussi une influence électro, mais vraiment très forte. Mais le rock est vraiment très présent. Est-ce que c'était voulu au départ? En 1994, quand moi et Steph, on a commencé à écrire des chansons ensemble, on se trouvait dans nos salles à manger avec une guitare, une basse, un clavier et plein de jouets musicaux. Alors c'est là où le son de Placebo est né. Et je pense qu'on a toujours essayé de mélanger ces deux genres. L'électro et le punk rock ou le rock dur. Il y a des moments qui sont plus réussis que les autres sur les albums précédents. Je pense que c'est plus accompli sur Sleeping with Ghosts. Mais c'est un petit peu notre obsession d'être un groupe de rock moderne, de créer un son contemporain. Parce que c'est très à la mode en ce moment de faire de créer des albums qui en sont des années 70. Et
Moi, je trouve qu'il y a des bons albums par les White Stripes, par exemple, et puis on a des mauvais aussi. Mais ça n'a jamais été notre truc. Nous, on est obsédés d'être avec la modernité et d'essayer de pousser notre son et de l'évolution de la musique. Être ancré dans le temps. Ouais, exactement, ouais. Je connais pas le mot en français, mais il y a... le mot anglais, c'est Luddite. Il y avait un groupe de gens avec la révolution industrielle qui sortaient dans les rues et qui cassaient toute la nouvelle technologie. Et je pense que souvent, il y a des groupes de rock qui souffrent un petit peu de cette attitude. Et je trouve ça dommage. Et en plus, ta musique, elle date beaucoup plus vite. Et ça, c'est affreux. Ouais. Le problème, c'est qu'elle est très mode. Très mode, donc elle se démode très très vite, c'est ça. Ouais, moi je pense que on est un groupe qui a toujours créé son contexte à lui, à soi, et qui a toujours existé un petit peu à la gauche de la mode musicale. Mais c'est un groupe à part, pas en marge, mais à part. C'est important. On va écouter English Summer Rain, qui est l'un des titres forts, à mon sens, de l'album. C'est un des titres plus assez DJ Shadow. Quand je l'ai écrit chez moi, j'étais assez obsédé par le nouvel album de Shadow et j'étais aussi assez obsédé par Dr. Dre et ses méthodes de production. Alors ça se trouve un petit peu dans cette chanson. Ouais. On l'écoute. Deuxième soirée consacrée à Placebo dans cette onde de choc. Brian Molko, dans les chansons qui sont sur l'album Sleeping with Ghost, les mélodies sont, on peut dire, toujours aussi implacables, toujours aussi importantes dans tous vos albums. Quand on écoute, il y a le son, il y a l'énergie, il y a votre voix, mais les mélodies, elles sont toujours là. Comment avez-vous travaillé cet album? Est-ce qu'il y a une différence avec les autres albums? Comment vous êtes-vous retrouvés? Je pense qu'il y a une grande différence, particulièrement en relation avec Black Market Music, parce que c'était un album qui était autoproduit. Et je pense avec un petit peu de recul, c'était un album assez one-dimensional, unidimensionnel soniquement. Ça souffre un petit peu de chanson sans chanson d'avoir le même son. Alors, on a décidé cette fois de bosser avec un producteur. C'est Jim Abbas qui a bossé, qui faisait partie d'Uncle, qui a mixé DJ Shadow, qui a bossé avec les Sneaker Pimps, Björk, Massive Attack. Et on voulait quelqu'un qui allait nous donner un coup de pied au cul, qui allait nous forcer à prendre une approche complètement différente. Quelqu'un qui allait nous forcer à faire des trucs pendant qu'on à l'envers, en zigzag, ouais, vraiment, pour qu'on soit jamais fainéant et trouver des processus, des méthodes complètement fraîches. Alors, il y avait des choses surprenantes quand vous avez travaillé de sa part. Il vous disait il faudrait faire ça comme ça, vous faisiez entièrement confiance. Il y a des fois c'était frustrant parce qu'on est un petit peu on est obsédé par le contrôle sur notre musique. Alors c'était vraiment frustrant, mais c'était ça qu'on a demandé qu'il fasse. Alors il faut faire attention avec ce qu'on... Be careful what you wish for. Exactement. C'était un petit peu comme ça. Alors il y avait des moments assez frustrants, c'est vrai, mais on était toujours conscient que c'était le résultat qui était le plus important. Dans le studio, il y avait un respect mutuel immense. Alors ça nous donnait la liberté même de s'insulter des fois, parce que c'était trop important. Il y avait vraiment de la passion. Et après, tu sais, quand la session pour la journée était finie, on laissait tout ça dans le studio et on amenait pas ça avec nous au pub après, quand on buvait un pot avant de rentrer. Et il nous a forcé à bosser comme des cons, vraiment. C'était incroyable. Mais il nous a poussé d'une façon que jamais quelqu'un nous avait poussé avant. Et je pense que ça se voit. Ouais, ça s'entend. Moi, c'est à mon sens le plus abouti de vos albums, à la fois en densité, mais aussi en émotion. Votre voix y est sûrement pour quelque chose, mais il y a vraiment une émotion forte et c'est une densité. Alors, peut-être aussi que vos sentiments sont peut-être plus perceptibles dans ce nouvel album. Vous y avez un rôle très important et peut-être qu'on sent plus vos sentiments avec cette densité. Le mélange entre les deux fait que c'est un album super dense. Tu sais, j'essaie d'être aussi honnête possible. Cette honnêteté
des fois créer une ambiguïté qui laisse chaque auditeur lui-même se placer dans la chanson et vivre son histoire à lui dedans. Alors je pense que c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que ça va direct au cœur. Ouais. La densité du son, c'est vraiment quelque chose que Jim a apporté à la session d'enregistrement. Pour lui, c'était aussi un défi parce qu'il n'avait pas bossé avec beaucoup d'artistes rock avant. Et c'était un défi aussi pour lui d'apprendre à comprendre la psychologie d'un groupe rock. Parce que c'est différent de bosser avec un mec dans le studio qu'avec un monstre à trois têtes. Et c'est ça ce que Placebo est des fois. Ouais, c'est pas simple à travailler tous les jours. Ouais. Et il nous a appris beaucoup. J'espère qu'on lui a appris aussi beaucoup. Oui, je pense. Ouais. Quand tout à l'heure je parlais de sentiments, est-ce que vous avez dans cet album, moi je le ressens comme ça, mais est-ce que vous avez réussi à mettre vos sentiments à plat? C'est-à-dire, comment je pourrais expliquer ça? Ouvert votre cœur, il y a une certaine sensibilité, une honnêteté. Oui, j'ai ouvert mon cœur, mais mais c'est quelque chose que je pense que j'ai toujours fait. C'est peut-être l'album le plus personnel des quatre, mais en même temps, j'ai mis mes sentiments dans un contexte de petites vignettes, ou de petits films, ou de petites histoires, comme ça, avec des personnages, avec des locations, et tout ça dans ma tête. Quand je les écoute, c'est comme des petits films qui se déroulent dans mon imagination. Alors peut-être le fait que j'ai créé des personnages qui sont un pourcentage moi, un pourcentage quelqu'un d'autre, pourcentage autobiographie, pourcentage fiction, ça m'a donné cette liberté de parler des trucs qui étaient vraiment très, très à nu pour moi. Moi, je pense le pourcentage numérique d'autobiographie et fiction n'est pas important quand on écoute l'album, parce que dès que l'album sort, ça cesse d'être tes histoires à toi. Ça devient les histoires d'amour ou de souffrance des auditeurs. Les chansons appartiennent à tout le monde. Exactement. Une fois que l'album est fini, il ne vous appartient plus. Mais j'aime ça, j'adore cette idée. Et c'est aussi bien d'avoir ce sentiment d'avoir appris quelque chose par ce petit voyage émotionnel que tu as pris pour écrire tout ça. Et tu te sens assez satisfait par ça et tu dis, d'accord, voilà, j'ai confronté mon démon là. Et maintenant, il est peut-être temps de confronter un autre. C'est ça. On va écouter une chanson, vous allez nous en parler juste après. C'est Protect Me From What I Want. Et on revient juste après. Cool. Les thèmes abordés sont souvent très personnels, on en a parlé tout à l'heure. De quoi parle cette chanson, Brian Molko? Je me suis dit que c'est une examination de ce besoin pathologique des gens de trouver une sens à la vie en étant partie d'un couple. Quand on rencontre des gens de 40 ans ou de 50 ans qui n'ont pas de mari ou femme, ou qui n'ont pas de copine ou copain, souvent les gens se disent mais il doit y avoir un problème là. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce que je me posais beaucoup de questions sur la monogamie, sur les relations entre les humains romantiques, et je me disais mais c'est quoi ce truc qui dans notre tête qui nous dit tout le temps qu'il y a du sens à la vie seulement si on le partage avec quelqu'un d'autre. De toute façon, Placebo a toujours été un groupe qui a fort promoté l'individualisme. La personne dans cette chanson se demande, je sais très bien que je fais du mal aux autres et qu'ils me font du mal dans cette situation d'échange romantique, de relationship, dans ces histoires d'amour. Mais pourquoi est-ce que j'y retourne constamment? Pourquoi ce désir pathologique de faire ça? Je ne sais pas si j'ai trouvé la réponse. Il y a peut-être un mélange d'égoïsme et aussi... Vous êtes et de peur, peur de la solitude et peur de mourir seul. Oui, puis aussi il y a aussi peut-être le partage des sentiments, des émotions. C'est agréable de les partager aussi. C'est vrai. Je suis pas en train de dire que tout le monde devrait être célibataire pour toute sa vie. Hein. On peut être célibataire et avoir des amis et partager des choses. Exactement, aussi. Ouais. Vous êtes solitaire? En ce moment. Et vous êtes solitaire? Par moment. Ok. Parfois.